Je pense que la question en ce moment est de savoir comment vous percevez l'équilibre entre les missiles et les systèmes de défense aérienne et quelle est leur efficacité. À quoi ressemble le champ de bataille aujourd'hui? Parce que, d'après les dernières nouvelles, comme nous l'avons appris, les États-Unis transfèrent le système Patriot et le système THAAD de la Corée du Sud vers le Moyen-Orient. Que se passe-t-il? Ces deux systèmes n'offrent aucune véritable capacité de défense antimissile, même lorsqu'ils ne sont pas hors service. Je veux dire, les Patriots ont... je n'ai aucun moyen de connaître les taux d'interception exacts, mais tout ce que j'ai pu observer en étudiant des vidéos indique que le taux d'interception des Patriots est très faible, peut-être quelques pourcents. Donc cela ne change rien en réalité. Le système THAAD n'a lui aussi pratiquement aucune capacité d'interception, bien qu'il ait d'autres utilités, comme je vais l'expliquer dans un instant. Je devrais souligner que compte tenu des problèmes que les États-Unis ont causés à la Corée du Sud, avec les systèmes THAAD et Patriot, car il y a eu beaucoup de tensions avec la Chine, très préoccupée par ce renforcement militaire en Corée du Sud, les Sud-Coréens, je peux vous le dire, parce que j'en connais beaucoup maintenant, y compris à des niveaux élevés du gouvernement, doivent être furieux que ces systèmes leur soient désormais retirés. Même s'ils savent que les systèmes ne sont pas performants, ils ont payé un prix très élevé dans leur relation avec la Chine pour s'être vus imposer ces systèmes par les Américains. Et maintenant, les Américains disent « Très bien, au revoir, nous les reprenons ». Donc, je veux dire, les répercussions politiques de la réaction sud-coréenne à cela ne sont pas encore vraiment... il faudrait inviter quelqu'un comme Chas Freeman pour en parler. Car même si j'ai des contacts en Corée du Sud, je n'ai pas la sagesse politique ni l'ampleur d'analyse d'un Chas. Mais je peux vous dire, avec ma compréhension politique bien plus limitée, que les Sud-Coréens doivent être absolument furieux face à ce transfert. Absolument. Nous avons donc détérioré nos relations avec les Sud-Coréens, même si elles n'étaient pas très bonnes au départ. Je ne pense pas que les Sud-Coréens aient beaucoup de confiance dans le fait que les États-Unis vont réellement les soutenir, quoi que nous disions. Et puis, il y a le problème des dégâts causés par les Iraniens aux bases militaires américaines dans le Golfe Persique, ce qui a poussé les nations du Golfe à se demander « Voulons-nous vraiment de ces bases sur notre territoire ?» Je ne serais donc pas surpris que d'ici 5 ans, ces bases aient disparu. Si les dirigeants politiques des États du Golfe commencent discrètement à faire pression sur les Américains pour qu'ils se retirent d'ici 5 ans environ, voire une décennie. Du point de vue iranien, si tel est le résultat, c'est un grand succès. Et nous en voyons déjà le potentiel. Je ne dirais pas que ça se produit déjà, mais le potentiel est bien là. Une grande partie de ce succès tient à l'efficacité remarquable de la campagne de drones menée par le gouvernement iranien contre les bases américaines dans le Golfe Persique. En particulier, au-delà des dégâts importants infligés aux bases dans leur ensemble, le gouvernement iranien a neutralisé tous les radars essentiels dont les États-Unis et les Israéliens ont besoin pour au moins savoir quel type d'attaques sont dirigées contre Israël. Je vais expliquer ça dans un instant. En ce moment, en Israël, on leur dit littéralement dans la presse que lorsque les sirènes retentissent, il faut se mettre à l'abri. En d'autres termes, il n'y a plus d'alerte précoce au-delà de cela. Autrefois, on avait quelques minutes, 5-10 minutes, d'avertissement. Maintenant, il ne reste plus que le déclenchement des sirènes, peut-être 1 minute ou 2 tout au plus, pour se mettre à l'abri. Et bien sûr,
le niveau des dégâts infligés est manifestement élevé. On n'en voit pas beaucoup, mais il suffit de lever les yeux vers le ciel au-dessus de Tel Aviv ou de Haïfa pour voir les missiles arriver et les éclairs des explosions au sol. Et ces missiles sont très puissants, car un grand nombre de ceux que nous avons vus plus tôt, comme pendant la guerre de 12 jours du 25 juin, étaient d'anciens missiles iraniens. La stratégie, je pense, consistait essentiellement à les lancer contre les Israéliens, voir ce qui se passerait, et les forcer à utiliser une partie de leurs intercepteurs. On a vu de nombreux tirs de Patriot, alors qu'il n'y avait même pas de cible apparente. Je peux vous dire ce qui provoque ces tirs. Ces missiles balistiques se désintègrent. Et il s'agit des anciens modèles, pas des nouveaux. Les nouveaux vont directement au sol, explosent et causent beaucoup de dégâts. Mais les anciens ont tendance à tournoyer, à se fragmenter et à produire beaucoup de débris en chute libre. Le système Patriot détecte des débris en chute. C'est un système automatisé, donc il se dit « Oh mon Dieu, un avion ennemi ou des cibles hostiles arrivent » et il commence à lancer des intercepteurs. Nous avons vu cela pendant la guerre du Golfe en 1991. On voyait un missile balistique arriver, toucher le sol et exploser. Dans cette guerre, c'étaient les Scuds irakiens. Ils touchaient le sol, explosaient, et ensuite, on voyait une série de Patriots être lancés. Nous avons commencé à nous gratter la tête en nous demandant « Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qui provoque ça ?» Et puis nous avons commencé à y réfléchir. Et nous avons dit que nous savions qu'un nombre important de Scuds se désintégraient à haute altitude parce qu'ils tournoyaient. Lorsqu'ils entraient dans l'atmosphère dans une position défavorable, ils se désintégraient simplement. Nous avons commencé à calculer les vitesses de chute et nous avons dit « Oh mon Dieu, ce sur quoi ce système tire, c'est sur les débris qui tombent. » Donc je soupçonne que cela continue encore. Les taux d'interception ont été très faibles. Le fait que ces radars ne jouent plus aucun rôle et que le système soit théoriquement non fonctionnel, je veux dire, auparavant il était théoriquement fonctionnel, mais son efficacité était très faible, peut-être de quelques pourcents. En termes pratiques, je ne pense pas que cela change grand-chose, mais en termes psychologiques, je pense que cela change pas mal de choses. Alors, pourquoi ne pas? Peux-tu afficher la diapositive numéro 4, peut-être? Laisse-moi expliquer. La diapositive numéro 4 te montre simplement l'architecture fonctionnelle de base d'un système de défense antimissile. Cela pourrait être n'importe quel système de défense antimissile. Au centre droit, tu vois quelque chose intitulé « radar d'alerte précoce ». Maintenant, le radar d'alerte précoce est un radar géant. Je vais te montrer une photo de l'un de ces engins. C'est le radar géant qui a été détruit. Je ne sais plus où c'était maintenant. Au Qatar, je ne suis pas sûr. Oui, c'était au Qatar. Oui, et c'est ce qu'on appelle un radar UHF, ultra haute fréquence. Je connais en fait très bien ce type de radar, car c'est un radar d'alerte précoce utilisé pour la protection des États-Unis. Nous en avons 4 ou 5 en fonctionnement aux États-Unis, et un en Angleterre aussi d'ailleurs. Ce radar fonctionne à une certaine fréquence, et cette fréquence est importante parce qu'elle est choisie de manière à ce qu'une ogive soit un réflecteur très efficace des signaux radar. La réflectivité radar d'une ogive typique aux fréquences UHF peut être d'environ 1 mètre carré. Donc imaginez un réflecteur d'1 mètre carré, c'est un réflecteur important. Mais cela, c'est à l'UHF à la bonne fréquence. Maintenant, si l'on regarde à gauche de ce radar, là où se trouvent les lignes de communication de liaison, on voit de plus petits radars.
Leur rôle est d'acquérir les ogives entrantes avec une précision de suivi bien supérieure à celle que peut atteindre le grand radar à basse fréquence. Ils fonctionnent donc à des fréquences beaucoup plus élevées. Dans ce cas, il s'agit du radar TAD, qui fonctionne à environ 10 GHz. L'un fonctionne à 10 GHz, l'autre à 0,4 ou 0,5 GHz. C'est donc environ 20 fois plus élevé en fréquence. À cette fréquence plus élevée, la réflexion radar de l'ogive est de 100 à 1000 fois plus faible. En d'autres termes, la section efficace, au lieu d'être d'1 mètre carré, est en réalité d'un centième ou d'un millième de mètre carré en raison de la haute fréquence. Ainsi, peu importe la puissance du petit radar, il a beaucoup plus de mal à acquérir l'ogive entrante. Il a besoin d'informations de guidage provenant du grand radar. Le grand radar fournit ces informations de guidage aux radars de poursuite plus petits, à fréquence plus élevée, qui peuvent alors suivre la cible entrante et guider les intercepteurs pour tenter de l'intercepter. Ces radars à haute fréquence, en bande X, ne peuvent donc pas acquérir les ogives entrantes sans disposer de ces informations de guidage. Permettez-moi simplement de souligner rapidement qu'il faut imaginer un radar comme une lampe de poche. J'ai cette lampe de poche, je la pointe. Maintenant, il y a un objet qui arrive, mais je ne sais pas exactement où il se trouve. Je dois donc balayer le ciel à la recherche de cet objet entrant jusqu'à ce que je le voie. C'est donc la phase de recherche et acquisition, comme on l'appelle. Cela prend énormément de temps, car j'examine différents points dans l'espace et je dois rester suffisamment longtemps sur chacun pour que si l'objet s'y trouve, je puisse le voir. Je ne peux pas simplement balayer rapidement. C'est un travail de longue haleine. Si je peux réduire la zone de localisation, si je reçois des informations d'orientation, alors ce radar peut se concentrer sur la partie du ciel où se trouve l'objet entrant et l'acquérir beaucoup plus facilement. Sans ces informations d'orientation, il se peut qu'ils ne parviennent pas du tout à acquérir les cibles. Donc, si vous perdez ce grand radar de surveillance, ce que nous avons perdu, l'Occident l'a perdu, tout à coup, vos radars TAD ne peuvent plus acquérir de cibles. Ces radars TAD ont un mal fou. Ils sont presque hors service. Et ce n'est pas seulement le radar TAD. Passons à la diapositive 6. Vous avez ces navires de surface, et ces navires sont censés lancer des intercepteurs contre des missiles balistiques entrants, supposément les croiseurs Aegis au large des côtes. On dit que ces croiseurs Aegis lancent des intercepteurs SM-6 et SM-3 contre ces ogives entrantes pour aider à protéger Israël. Eh bien, je doute que ça se produise réellement, car les intercepteurs sont bien trop lents si les navires se tiennent à une distance sûre des côtes israéliennes. Il est très douteux qu'ils puissent acquérir les ogives entrantes suffisamment tôt. Cependant, la seule façon pour eux d'acquérir les ogives serait qu'un radar TAD transmette les informations au navire Aegis, dont le radar est plus faible, afin qu'ils puissent détecter les ogives à une plus grande distance. Si vous regardez ce schéma, vous voyez au centre en bas quelque chose étiqueté « capteur distant ». C'est un radar TAD. Le radar TAD obtient des informations d'orientation, soit d'un satellite, j'en parlerai brièvement, soit, dans le cas du Golfe Persique, du grand radar qui a même été détruit. Ainsi, le TAD ne peut plus recevoir d'informations d'orientation de ce grand radar. Et le radar TAD, même s'il disposait des informations de ciblage, transmet ces informations au navire, et le navire est toujours incapable d'utiliser son propre radar pour acquérir la tête nucléaire entrante. C'est donc un vrai désastre. Je devrais préciser que je parle de ce problème depuis une dizaine d'années, voire plus. Tout cela revient nous hanter. Toutes les conséquences reviennent en pleine figure.
Tout s'effondre parce que chaque décision a été prise pour des raisons politiques et non techniques. Alors pourquoi avons-nous ces pathétiques navires Aegis qui coûtent une fortune et ne servent à rien en matière de défense antimissile? Nous les avons parce que Helen Tosher, qui siégeait à la commission des forces armées de la Chambre, aimait la défense antimissile basée sur les navires. Elle n'en savait rien, je peux vous l'assurer, car j'ai eu la désagréable expérience d'essayer de traiter avec Helen Tosher, qui vous racontait combien d'argent elle gagnait dès la première rencontre. Elle était en vue au sein du Parti démocrate, et c'est ce qui a conduit à la décision d'Obama, en septembre 2009, de lancer le système de défense antimissile Aegis de la marine. C'était elle. Ce n'était pas une analyse technique sérieuse. C'était cette femme, cette imposture. Mais elle avait un énorme ego. La première fois que je l'ai rencontrée, j'espérais une entrevue cordiale. Mais elle est entrée dans la pièce et mes cils ont failli brûler dès qu'elle a ouvert la bouche. Je veux dire, la personne la plus impolie avec qui j'ai jamais eu affaire. Elle m'a carrément accusé de travailler pour les Russes. Je suppose que malheureusement, je ne lui ai pas souhaité de mal, mais elle est morte. Mais vous savez, je suis sûr que si elle était encore là, elle m'accuserait maintenant de travailler pour les Iraniens. Cette personne vraiment désagréable, sa contribution devait être ce système. Elle se fichait de savoir s'il fonctionnait ou non. C'était son bébé. Et quiconque posait des questions techniques honnêtes pouvant être étayées par une analyse technique, représentait une menace. Dès la première seconde où elle a posé les yeux sur moi, j'ai été brûlé. Je veux dire, elle m'en a mis plein la figure. Et vous savez, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas peur d'elle. Je n'avais pas peur d'elle à l'époque. Mais c'est ainsi que cela s'est passé. Une décision monumentale a été prise par l'administration Obama à cause de cette personne au Congrès. Quelqu'un avec beaucoup d'ego et aucune compréhension technique de quelque nature que ce soit. Mais elle avait cette lubie qu'elle voulait imposer. Et l'administration Obama, parce qu'ils sont tous motivés par la politique, ne demande à personne. Est-ce une bonne idée? Alors ils l'adoptent simplement. Vous savez, Obama parle de ce système. Vous devriez voir sa déclaration de 2009. C'est une plaisanterie. Je veux dire, c'est un nouveau système, avec de nouveaux concepts, une nouvelle pyramide, et il n'a absolument aucune capacité. Ce type raconte n'importe quoi. Voilà donc le rôle des démocrates. Et bien sûr, ce système a ensuite été introduit en Europe sous le nom d'Aegis Ashore. Ils ont installé des versions de ce système en Roumanie et en Pologne, qui visaient sans ambiguïté la Russie. Tout le monde pouvait le voir. Et ils disaient que c'était bien sûr dirigé contre l'Iran, car il s'agissait de défendre les États-Unis, puisque ces ICBM que nous n'avons toujours pas vus venir d'Iran seraient censés être lancés depuis l'Iran contre les États-Unis. Ils auraient tendance à passer par les pôles, donc à survoler la Russie. Nous lancerions alors ces intercepteurs pour les abattre. Peu importe que les intercepteurs n'aient pas la vitesse nécessaire pour atteindre leur cible et que les radars ne soient pas adéquats. Mais nous avions ce plan. Donc, si vous êtes en Russie et que vous êtes un technicien conseillant Vladimir Poutine, qui est un homme très sérieux, vous pouvez voir, quand Poutine parle, qu'il s'adresse à ses analystes techniques. Il ne parle pas à un membre du personnel politique. Bien sûr, il a du personnel politique. Mais on peut voir qu'il comprend sérieusement comment ces systèmes fonctionnent ou ne fonctionnent pas à travers les déclarations qu'il fait. Alors, on entend Poutine et ses techniciens dire « Eh bien, vous savez, ce système ne peut pas faire le travail. Mais il peut lancer des missiles de croisière à partir de la mer, soit dit en passant, qui peuvent être utilisés pour attaquer la Russie.
Et donc les Russes commencent à dire, vous savez, ce système ne semble pas conçu pour la défense antimissile. Il semble conçu pour ajouter de la puissance de feu contre Moscou, une puissance de feu d'attaque à court préavis. Et les Américains répondent, oh non, vous vous trompez. Et le reset russe de 2009, auquel des gens comme Mike McFaul et Rose Gottemoeller, j'utilise volontairement leur nom pour ceux d'entre vous. Ils disent, eh bien, c'est parce que Poutine, vous savez, c'est une personne difficile. Tout est de la faute de Poutine. Eh bien non, c'est de leur faute, celle de Gottemoeller et de McFaul, parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir. Et je peux vous dire avec certitude que j'ai parlé à tous les deux. Je les connais tous les deux. Aucun d'eux n'a la moindre idée que ces systèmes n'ont aucune capacité. McFaul a même essayé de m'en parler à un moment donné, et j'ai simplement commencé à lui expliquer calmement, et il s'est enfui. Il ne voulait pas qu'on voie à quel point il en savait peu. Et donc ces gens poussaient dans ce sens. Et vous savez, McFaul disait aux Russes, « Oui, ce n'est pas un problème. Vous ne devriez pas vous inquiéter. » Et ils ont lancé cette politique de réinitialisation avec la Russie. Et les Russes disaient, ces types essaient de nous endormir pour pouvoir nous attaquer. Ce qui, d'ailleurs, semble avoir été confirmé par l'histoire. Donc, la réinitialisation avec la Russie a échoué à cause Hillary Clinton, de Rose Gottemoeller, de Mike McFaul et d'Ellen Tosher. Vous savez, toutes ces personnes merveilleuses et profondes. Ce n'est jamais de leur faute. C'est toujours celle des Russes. Les Russes, vous savez, ils disent simplement « ce type, Poutine, est un si mauvais gars, une personne si malfaisante ». Eh bien, en réalité, ce sont des analphabètes complets. C'est la meilleure façon de les décrire. En fait, c'est pire, parce qu'ils auraient pu savoir et auraient dû savoir. Donc, ils mentent, des analphabètes complets. Et c'est ainsi que la réinitialisation avec la Russie a échoué. Je suis désolé de revenir sur cette histoire, mais je pense que c'est pertinent. Bref, passons à la diapositive 7 et je vais vous montrer. Si vous regardez ce schéma, vous pouvez voir que j'ai indiqué l'antenne radar Aegis. Sans entrer dans les détails, les performances du radar dépendent de 3 paramètres importants. La taille de l'antenne, la puissance émise par l'antenne et la section efficace radar de la cible qu'il essaie d'observer. Si l'antenne est plus grande, elle peut capter davantage de signal réfléchi. C'est pourquoi la taille de l'antenne est importante. Évidemment, si elle est plus puissante, si le faisceau de recherche est plus intense, on peut détecter un objet plus faible. Et si l'objet est un très mauvais réflecteur ou un très bon réflecteur, cela détermine s'il peut être observé à plus grande distance ou non. C'est pourquoi le produit puissance ouverture est le terme généralement utilisé par les ingénieurs. Mais en réalité, il s'agit du produit puissance ouverture section efficace radar. Remarquez que ce radar est en fait assez petit. Il est extrêmement puissant lorsqu'on l'utilise contre des avions, car la section efficace radar d'un avion est 100 fois, voire 1000 fois, plus grande que celle d'une ogive entrante à longue portée. Ainsi, si vous voulez détecter un avion, on parle de dizaines de kilomètres de portée. Si vous souhaitez utiliser ce radar pour la défense aérienne, contre des avions ennemis, des missiles de croisière, etc., c'est un radar d'une capacité remarquable. Mais si vous voulez l'utiliser contre des ogives balistiques, il est inutile. Il n'est tout simplement pas à la hauteur de la tâche. Si nous passons à la diapositive 8, nous avons un autre radar ici. C'est le radar THAAD. Il y avait au moins 4 de ces radars en fonctionnement au Moyen-Orient. Et ces radars étaient guidés par « Passons à la diapositive 9, puis nous reviendrons en arrière ». Si vous regardez ce grand radar sur la gauche, ce grand radar en forme de pyramide, c'est celui qui a été détruit au Qatar. Remarquez que le diamètre du radar est d'environ 30 mètres.
Il possède une antenne d'environ 750 mètres carrés. Rappelez-vous, la taille de l'antenne est importante. Plus l'antenne est grande, plus elle peut gérer de puissance, car cette puissance tend à être proportionnelle à la surface en raison de la conception de l'antenne. C'est ce qu'on appelle un réseau à commande de phase. Le fait qu'il soit plus grand signifie aussi qu'il est plus puissant. Le produit puissance-ouverture de ce radar est remarquable comparé à celui du radar plus petit montré plus tôt, que vous pouvez voir dans l'encadré ci-dessous. Donc oui, le voilà. Mais revenons à la diapositive 9. Vous pouvez le voir à l'échelle à côté de ce qu'on appelle le FBX. Désolé pour tous ces changements de terminologie. Ces diapositives proviennent d'années de présentation. Voilà à quoi ressemble physiquement le radar THAAD par rapport à la taille du radar AN-132 qui a été détruit au Qatar. Comme vous pouvez le constater, je n'ai parlé que de manière qualitative, mais tout cela est étayé par des calculs montrant que le système n'est plus capable de détecter et de suivre ces ogives entrantes. Et par conséquent, non seulement il ne peut pas lancer d'intercepteurs, ce qui pourrait être important si en réalité le taux d'interception était élevé, mais le taux d'interception a de toute façon été proche de zéro. Ce n'a donc pas changé le taux d'interception, mais cela a modifié la situation d'alerte précoce. Parce que les radars, si vous êtes à Tel Aviv et que l'attaque vise Tel Aviv et non Haïfa, je peux alerter Tel Aviv afin que les gens puissent se mettre à l'abri. Je ne veux pas alerter Haïfa, Be'er-Sheva et d'autres endroits, car je ne veux pas perturber les gens avec des alertes quand l'attaque ne les concerne pas. J'ai donc perdu ma capacité à localiser l'origine de l'attaque. Je peux dire qu'une attaque se prépare parce que je peux voir le lancement grâce à mes satellites, mais je ne peux pas suivre les systèmes. Laissez-moi simplement vous montrer rapidement ce que nous avons dans l'espace, car cela fonctionne. Nous avons donc toujours le système spatial, qui possède des capacités remarquables. Rappelez-vous, savoir quelque chose vaut toujours mieux que ne rien savoir. Le système est très limité, mais il reste tout de même capable de fournir certaines informations. Nous pouvons savoir si un missile est lancé depuis l'Iran. Nous pouvons le voir. En fait, nous pouvons probablement voir les panaches d'échappement des drones lorsqu'ils sont lancés. Nous verrions cela avec le satellite, car le satellite est extrêmement performant. Parce que chacun des drones possède de petits moteurs fusées en dessous d'eux lorsqu'ils se lancent pour la première fois, juste assez pour les mettre en vitesse, nous pouvons les voir. Mais cela ne nous dit pas où ils vont, car ces impulsions ne durent que quelques secondes. Nous n'avons aucune information de suivi, d'aucune sorte. C'est comme quelqu'un qui allume une cigarette par une nuit sans lune. On voit un peu de lumière à quelques kilomètres de distance, puis elle s'éteint. On ne sait pas quelle trajectoire ils vont suivre, ni même s'ils viennent vers nous ou s'ils vont ailleurs. Donc cela indique que quelque chose est là, qu'il s'est passé quelque chose, mais cela ne nous aide pas vraiment. Dans le cas d'Israël, ils peuvent déterminer quel type de missile ils observent, car la fusée émet une certaine quantité d'énergie. Elle suit une trajectoire de vol, elle s'incline. Le panache a une certaine longueur, et vu depuis l'espace, on en distingue de plus en plus la forme géométriquement. On peut observer une variation dans le profil de luminosité. C'est donc un peu comme « Ah, c'est un alpha tau » ou « c'est autre chose » et ainsi de suite. On peut donc identifier le type. C'est utile dans une certaine mesure, mais on ne sait toujours pas vraiment où il va. On ignore s'il va tomber sur Haïfa ou sur Tel Aviv. Voilà les informations dont on dispose. Pour vous montrer schématiquement à quoi ressemble le satellite, passons à la diapositive 11.